Si vous suivez ces vidéos dans l'ordre, vous avez vu qu'on a commencé par Philippe Mélenchon, c'est-à-dire un philosophe. Oui, celui qui nous a apporté le mot psychologie était un philosophe. En fait, si on retrace l'histoire de la psychologie, on s'aperçoit vite que la philosophie fait partie de ses fondements. Et si je veux filer la métaphore architecturale, je dirais que les philosophes qu'on va voir aujourd'hui constituent la clé de voûte de l'édifice qu'est la psychologie. Je veux une femme qui m'amène grave de support et je refais sa garde-robe. Je dépense donc je suis mon négro, René Descartes Gaulle. Descartes, vous devez connaître, non? Je pense donc je suis toutes ces conneries là. Bah, tout ça, ça arrive en même temps que se développe la bourgeoisie. Elle s'installe dans l'administration royale et acquiert des droits spécifiques qui vont institutionnaliser le fait que, certes ce sont des pauvres, mais quand même moins pauvres que les plus pauvres. Alors, vous inquiétez pas, pour Descartes lui-même, hamdoullah ça va. Lui, c'est un oblio. Mais sa pensée, elle, surgit dans une époque où la bourgeoisie montante va de plus en plus remettre en cause l'ordre établi et où Dieu est en chute libre. Donc, prenez un noble, retirez-lui la richesse qui le distingue du bourgeois, et Dieu qui lui confère une supériorité de naissance. Que reste-t-il? Il reste l'homme. Le jeu là de « je pense donc je suis », c'est ça qui reste. La philosophie de Descartes reprend à son compte les questionnements de sa classe et les applique à l'homme en général. Il va s'interroger sur la rationalité de l'homme. Délesté de Dieu et de ses privilèges, il ne reste à l'homme que le doute. Pour Descartes, ce qui définit l'homme, c'est l'incertitude. De là, la nécessité d'une méthode qui va permettre d'établir des certitudes. Dans ce XVIIe siècle, on pose les bases philosophiques de la méthode scientifique et on se questionne sur le rapport entre le corps et l'esprit. En dehors de Descartes, on trouve des Pascal, des Spinoza, des Leibniz et des Malebranche. Nique la droite, nique la gauche, voici leur vanité. Ils ont la science matérialiste, moi 10 000 ans d'humanité. Je préfère viser la connaissance qui t'a bouffé des pattes. Je me sens plus proche des Apaches et ni grenier des cartes. John Locke. Pas le vieux chauve de Lost, mais le philosophe qui a inspiré son nom. Pas celui qui s'est craché en avion, celui qui a fait fortune grâce au bateau négrier. Voilà, ce gars-là. Lui, Descartes, c'est pas trop sa tasse de thé. Pour lui, l'apprentissage se fait pas par la raison, mais plutôt par les sens. Nos idées ne sont pas innées, on ne les a pas à l'esprit dès la naissance. Elles adviennent par l'expérience. John Locke n'appartient pas à l'innéisme, comme les cartésiens, il fait une philosophie empiriste. Dans ce courant, on retrouve l'abbé de Condillac, mais aussi Francis Bacon. Pas le peintre, mais le philosophe. Ce courant qui s'intéresse à l'expérience sensible et sensuelle des êtres humains va se questionner sur les notions de conscience et d'identité. Rappelez-vous comment on définit la psychologie ici, comme le domaine qui étudie les interactions entre le dedans et le dehors. Vous voyez comment les questionnements sur les expériences sensibles chez l'humain vont préfigurer quelque chose qu'on ne va pas encore appeler psychologie. Pour ça, il manque encore un détour. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons certaines fois du mal à nous comprendre. Parce que vous êtes un homme de science. Oui. Ça veut dire que vous êtes quoi, vous? Moi, je suis un homme de foi. David Hume s'insère dans la suite de John Locke, le chauve et le philosophe, parce qu'il appartient au courant empiriste et qu'il va s'interroger sur la croyance. Laisse tomber. Non, pas question. Je crois en mes cartes. Je sais qu'elles ne me décevront pas. Pour lui, c'est elle qui est au cœur de la connaissance. Par exemple, imaginons que vous roustiez un nazi. Le nazi se plaint d'avoir mal, une chose en ayant entraîné une autre. C'est une relation de cause à effet, non? Vraiment? Sur quoi se base-t-on pour être sûr que la relation de cause à effet est une réalité? De manière générale, pas que pour les nazis. Eh bien, pour Hume, on ne peut pas en être sûr. On croit que la relation de cause à effet est une réalité. C'est quelque chose qui va grandement influencer un boug nommé Emmanuel Kant. Emmanuel, don't do it! Emmanuel! Dans Critique de la raison pure, il va s'interroger sur les limites de la raison. Qu'est-ce qui fait qu'on sait ce qu'on sait? Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham. Croyez ce que vous vouliez. Moi, j'y suis pas été. Si les empiristes nous ont appris que la connaissance découle de nos expériences sensibles, est-ce le cas de toutes nos connaissances? Est-ce qu'il n'y a pas des connaissances qu'on a a priori? Est-ce que vous avez besoin de rouster le nazi vous-même pour savoir que ça va lui faire mal? Non. Si je vous demande de vous imaginer roustant le nazi, vous vous en faites une image, une représentation. Alors, si on peut avoir des connaissances qui ne passent pas par l'expérience, comment peut-on vérifier si elles sont vraies? Vous voyez comment ces questionnements vont de pair avec le développement de la méthode scientifique. Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, le besoin se fait sentir. C'est dans ce contexte que va émerger l'ancêtre des psychologues. T'es né en quelle année? 1986, Quel mois? juillet. Ok. T'as 30 ans.
Wow! Mais quel est ton nom? Mesmer. Franz Anton Mesmer. On en a parlé dans un épisode précédent. Mais je vous ai pas tout dit. Ce qu'a amené le magnétiseur en chef, c'est l'idée que ce qui fonde l'homme, c'est ni la raison, ni les sens, c'est les nerfs. Pour lui, nos nerfs, nos petites fibres là, sont parcourus par une énergie vitale. Une énergie qui est pourvue d'un pôle négatif et d'un pôle positif. Et les maladies sont causées par un blocage de cette circulation. Là, l'énergie se met à sortir comme elle peut, de partout, et paf, ça fait des convulsions. L'homme nerveux est donc celui qui laisse déborder son énergie bloquée. Alors, pour le soin, il va reprendre les plaques aimantées de Maximilian L., un prêtre jésuite. Et c'est un autre prêtre qui lui avait inspiré le magnétisme, Johann Gassner, un exorciste pour lequel Mesmer est demandé de se prononcer en sa qualité de médecin. Il verra en lui un grand pouvoir. Mesmer va prendre ses responsabilités et reprendre à son compte le magnétisme. Il le dépouille de toute mystique et toute religion et cherche à en faire une pratique médicale. Sa première patiente sera une jeune femme de 27 ans prise de convulsions. Après sa guérison, elle épousera le fils de la femme de Mesmer. Maximilian l'accusera bien de plagiat, mais pour Mesmer, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la plaque qui guérit, mais son magnétisme à lui. Avec Mesmer, la guérison s'obtient grâce à la personne du thérapeute. Toute la psychologie clinique est déjà là, en germe, et ça va être complété par l'un de ses disciples. Amand Marie-Jacques de Chastenay de Puységur opère un décalage par rapport à son maître. Pour lui, le thérapeute n'est pas celui qui guérit. Le patient est son propre médecin et le thérapeute n'est qu'un instrument de sa guérison. Deuxième décalage, il remet en cause le caractère central de la crise. Jusqu'ici, on guérissait en passant par une transe. En s'entraînant sur un membre du personnel de son château, il se trompe. Une erreur instructive. L'homme, Victor Rass, est à la fois endormi et conscient. Il est somnambule et obéissant à ce qu'il peut lui dire. Il se met à parler de sujets auxquels il ne s'intéresse pas d'habitude. Il semble capable de connaître les pensées de Puységur sans même qu'il les exprime. Il sera même capable de diagnostiquer les autres malades. Puis, une fois réveillé, tous ses pouvoirs s'estompent. Mais une fois guéri, le malade devient thérapeute à son tour. Le thérapeute n'est donc pas celui qui a fait des études, mais celui qui est passé lui-même par la thérapie. Là encore, on retrouve une idée qui préfigure la psychanalyse. La psychologie s'est donc forgée au fil des siècles dans les incertitudes de la philosophie et dans les balbutiements de la science. Elle est faite de toutes ces idées qu'on a exposées. Qui est le sujet? Qui est ce jeu? Quelles sont ses expériences sensibles? Et comment le psychologue peut l'accompagner vers une guérison? Nous verrons justement la prochaine fois comment la philosophie a nourri la psychothérapie. À tantôt.